La conception d'un système d'information peut impliquer différentes composantes qui pourraient avoir des impacts sur la protection des renseignements personnels. Par exemple, un système pourrait utiliser des renseignements biométriques ou encore recourir à l'intelligence artificielle afin de prendre des décisions automatisées. Dans tous les cas, dès qu'un organisme public a l'idée de développer un système d'information impliquant des renseignements personnels, la protection de ceux-ci doit être l'un des éléments importants à prendre en considération. Cette approche est celle de la protection des renseignements personnels dès la conception, connue aussi sous les termes « privacy by design ». Il est primordial de s'assurer que la conception d'un système d'information respecte l'encadrement légal applicable. Cette manière de procéder permet d'entreprendre les travaux en s'assurant notamment de respecter le cycle de vie des renseignements personnels tout au long du projet. Aujourd'hui, nous discuterons des nouvelles obligations qui visent la conception d'un système. Nous aborderons également les différentes étapes du cycle de vie d'un renseignement personnel. Avant d'aborder les nouvelles obligations applicables à la conception d'un système, il importe de distinguer deux concepts, soit la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels. La sécurité de l'information se définit comme l'ensemble des mesures techniques et organisationnelles en place pour assurer la protection de l'information selon le niveau de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité jugée nécessaire et compte tenu de la sensibilité de cette information, autant à l'interne qu'à l'externe. Par exemple, une mesure pourrait être la mise à jour d'un logiciel antivirus. La protection des renseignements personnels se traduit plutôt par le fait de respecter le droit à la vie privée des personnes physiques en se conformant aux obligations légales et aux formalités administratives applicables aux différentes étapes du cycle de vie d'un renseignement personnel en fonction des technologies mises en place. Un exemple pourrait être la signature d'un engagement à la confidentialité par les membres du personnel de l'organisme public. Aux fins de la présente formation, nous avons décidé de retenir deux nouvelles obligations découlant de l'adoption de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels et qui visent la conception d'un système d'information. Ces obligations sont la consultation du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Tout d'abord, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, aussi appelée loi sur l'accès, prévoit maintenant qu'un organisme public doit consulter son comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels dès la conception d'un système d'information. Cette obligation, qui se retrouvait auparavant dans le règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, se trouve donc enchâssée dans la loi sur l'accès et s'applique à tous les organismes publics. À cet effet, la loi sur l'accès prévoit que le comité peut suggérer à toute étape d'un projet la nomination d'une personne chargée de la mise en œuvre des mesures de protection des renseignements personnels, des mesures de protection dans tout document comme un contrat, une description des responsabilités des personnes participantes dans ce domaine ou la tenue d'activités de formation. De plus, le comité doit être consulté aux fins de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée dès le début du projet pour garantir que les mesures requises pour protéger la vie privée et assurer la confidentialité des renseignements personnels sont prises en compte dans le processus décisionnel. Attention toutefois, les organismes publics exclus de l'obligation de former ce comité en vertu du règlement doivent, pour leur part, consulter la personne responsable ou, dans le cas d'une municipalité, d'un ordre professionnel ou d'un centre de services scolaires, le directeur général. Ensuite, la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public doit faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information ou de prestations électroniques de services qui impliquent des renseignements personnels. La Commission d'accès à l'information définit l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée comme étant une démarche préventive qui vise à mieux protéger les renseignements personnels et à mieux respecter la vie privée des personnes physiques. Elle consiste à considérer
tous les facteurs qui ont des impacts positifs ou négatifs sur le respect de la vie privée des personnes concernées. Les facteurs à prendre en considération sont la conformité du projet à la législation applicable à la protection des renseignements personnels et le respect des principes qui l'appuient, l'identification des risques d'atteinte à la vie privée engendrés par le projet et l'évaluation de leurs impacts, et la mise en place de stratégies pour éviter ces risques ou les réduire efficacement. Pour être pleinement efficace, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée devrait s'effectuer de manière continue, c'est-à-dire à chacune des étapes du cycle de vie d'un renseignement personnel afin d'identifier, au fur et à mesure, les risques qui devraient être atténués. Un risque se définit comme un événement prévisible ou potentiel qui causerait un préjudice aux personnes concernées. À titre d'exemple, nous pouvons penser à un vol d'identité, une fraude ou encore un risque pour la sécurité d'une personne. Pour atténuer les risques identifiés, il s'avère important de trouver leur origine pour en minimiser la matérialisation. Par exemple, il pourrait s'agir de l'absence de formation adéquate, du personnel, d'un processus ambigu ou encore de l'utilisation d'une technologie désuète. La réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée peut donc servir à démontrer que l'organisme public respecte toutes les obligations en matière de protection des renseignements personnels et que toutes les mesures ont été prises afin de les protéger efficacement. Maintenant, nous allons aborder les 5 étapes du cycle de vie d'un renseignement personnel. La première étape est la collecte des renseignements personnels, laquelle doit respecter le critère de nécessité. En effet, un organisme public ne peut collecter que les renseignements personnels nécessaires à l'exercice de ses attributions ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Ce critère doit être pris en considération dès la conception d'un système d'information. La deuxième étape est l'utilisation des renseignements personnels. Ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis initialement. Toutefois, l'article 65.1 de la Loi sur l'accès prévoit des exceptions suivant à ce principe lorsque l'organisme public obtient le consentement express ou implicite de la personne concernée en fonction des obligations légales, l'utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ils ont été recueillis, l'utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou l'utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. À partir du 22 septembre 2023, une nouvelle exception permettra aux organismes publics d'utiliser des renseignements personnels dépersonnalisés à des fins d'études, de recherche ou de production de statistiques. L'utilisation des renseignements personnels est également associée aux droits ou aux privilèges d'accès. Ces derniers doivent être attribués de manière rigoureuse pour limiter l'accès aux renseignements personnels. En effet, seuls les employés qui ont besoin de ces renseignements pour exercer leurs fonctions peuvent y avoir accès. La journalisation des accès permet notamment de savoir qui a consulté ou modifié des renseignements dans le système et à quel moment. Cette mesure est très utile pour s'assurer du respect de la confidentialité des renseignements. La troisième étape est la communication de renseignements personnels. Celle-ci s'effectue avec ou sans le consentement des personnes physiques. La communication avec un consentement doit respecter notamment les critères relatifs à la validité de ce dernier. Une communication sans le consentement s'effectue, entre autres, lorsque cela est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion. Les communications sans le consentement sont assorties de différentes formalités administratives. Il peut s'agir d'une simple inscription au registre des communications, de la réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou la signature d'une entente. Le développement d'un système d'information doit être élaboré en gardant en tête le droit d'accès aux renseignements personnels de la personne concernée. De plus, à partir du 22 septembre 2024, le droit à la portabilité des renseignements personnels collectés uniquement par un moyen informatisé permettra à toute personne d'obtenir ces renseignements dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Par exemple, lors d'une prestation électronique de service. La quatrième étape est la conservation. Les durées de conservation des documents sont prévues au calendrier de conservation d'un organisme public et approuvées par Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Il est important de souligner qu'un organisme public qui conserve les renseignements au-delà des délais prévus augmente la survenance de risques. La cinquième étape est la destruction ou l'anonymisation. La destruction peut s'effectuer lorsque l'objet pour lequel le renseignement a été recueilli est accompli, sous réserve des délais prévus dans les calendriers de conservation. Un organisme public devrait donc mettre en place des moyens afin de diminuer les risques. À titre d'exemple, il pourrait élaborer des mesures automatiques de destruction des renseignements personnels. À compter du 22 septembre 2023, le concept d'anonymisation entre en vigueur. Ce concept offrira une nouvelle possibilité à un organisme public de conserver les renseignements personnels pour les utiliser à des fins d'intérêt public au lieu de les détruire. Un renseignement concernant une personne physique est anonymisé lorsqu'il est en tout temps raisonnable de prévoir, dans les circonstances qu'il ne permet plus de façon irréversible d'identifier directement ou indirectement cette personne. Il est à noter que l'anonymisation se réalise selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les critères et modalités déterminés par règlement. La conception d'un système d'information requiert des réflexions et des analyses qui doivent se réaliser avec la participation de nombreux acteurs, comme les responsables de la gestion documentaire ou de la sécurité de l'information. Cette approche multidisciplinaire permet aussi d'assurer une gestion des risques qui peut être notamment d'ordre juridique, humain ou technologique. De plus, la conception d'un système exige de tenir compte d'autres encadrements juridiques qui n'ont pas été abordés lors de cette présentation, comme les communications de renseignements personnels à l'extérieur du Québec, les informations à transmettre lors de la collecte de renseignements personnels et la diffusion d'une politique de confidentialité et de règles de gouvernance.